Merci Pierre-Yves. D'abord, bonsoir à tout le monde et puis merci d'être là. À ta dernière question, savoir pourquoi Macron se rapprochait du Rwanda et de Kagame, c'est une question que je pose tout le temps aux Français que je rencontre. Que ce soit les hommes politiques, les observateurs et les journalistes. Bon, les journalistes, je peux comprendre parce que je sais ce que vaut le journalisme français sur le Rwanda. Pour ceux qui s'y sont intéressés, en tout cas ceux qui s'intéressent à ce sujet, ont certainement compris que la France est le seul pays quand même, parmi tous les pays qui ont été impliqués au Rwanda, la France est le seul pays qui adopte des positions assez bizarres dans ce dossier. C'est là d'autant plus étonnant que la France est quand même le seul pays à avoir tenté de faire quelque chose pendant le génocide. Parce que y avait, les Belges étaient là, les Américains étaient là, personne n'a voulu bouger le petit doigt. Et c'est la France qui est intervenue pour essayer de limiter les dégâts et c'est la France qui est accusée. Alors pour comprendre la position de la France dans le dossier, il est toujours essentiel de revenir, de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur de l'histoire. Il y a tellement à dire sur ce sujet, j'étais en train de penser à ce que j'allais dire et sur le champ, j'ai commencé à faire un petit plan là, qui est là parce qu'il y a tellement de choses à dire, non seulement sur l'implication de Macron, mais aussi sur l'implication d'une certaine intelligentsia française, des journalistes. Il y a tout un ensemble d'acteurs, de parties prenantes dans le dossier du Rwanda, dont le rôle mérite d'être éclairé si on veut comprendre pourquoi la France adopte la position qui est la sienne aujourd'hui dans le dossier du Rwanda. Et je pourrais même vous dire que je ne pense même pas qu'Emmanuel Macron ait pris position en fonction des intérêts de la France. C'est vraiment en fonction de ses propres intérêts, des gens qui n'ont pas une vision. Il y a aujourd'hui en France une vision court-termiste des relations internationales qui est quand même assez étonnante. Et le dossier du Rwanda et du Congo est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est très important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui on parle de la chute de l'influence française en Afrique subsaharienne, mais beaucoup ne comprennent pas que cette chute a commencé dans la région des Grands Lacs, dans les années 90, lorsque les rebelles Tutsis du Front patriotique rwandais, qui est dirigé par l'actuel président du Rwanda, a envahi le Rwanda le 1er octobre 1990, a déstabilisé le pays et la France est intervenue pour essayer d'arrêter, de stopper les dégâts. Alors, dans les médias, on a présenté cette guerre comme une guerre de libération nationale. Donc les rebelles Tutsis ont été présentés comme des grands libérateurs. Et le président du Rwanda de l'époque, Juvenal Habyarimana, était présenté comme un grand tyran. En Afrique, on dirait un sorcier qui aurait planifié de mener un génocide. Et la France, qui le soutenait, a été accusée de soutenir un régime génocidaire. Alors quand on examine les faits froidement, on se rend compte que ce n'est pas ça, il faut beaucoup de nuances, il faut une certaine distance. D'abord, le Rwanda avait un gouvernement reconnu par la communauté internationale, donc le gouvernement du président Habyarimana. Et donc l'intervention de la France auprès du Rwanda était une intervention justifiée à partir du moment où la France avait des accords de défense avec le Rwanda. Mais ici en France, on a souvent passé tout cela sous silence. On a accusé la France d'avoir soutenu un régime génocidaire et je crois que vous avez tous vu il y a quelques mois la publication d'un rapport, le rapport Duclercq, donc cet historien français qui a produit un gros rapport sur l'implication de la France au Rwanda, un rapport dans lequel on dit, bon, Duclercq dit parce que les conclusions du rapport, c'est lui-même qui les a rédigées. Ce n'est pas les autres chercheurs avec lui, c'est vraiment lui-même. Donc dans ce rapport, M. Duclercq dit que la France n'est pas complice du génocide, mais porte une lourde responsabilité dans le génocide. Bon, on ne comprend pas trop bien ce que ça veut dire. S'il n'y a pas de complicité, il y a une certaine responsabilité. Bon, on ne comprend pas. Mais quand on connaît le dossier, on comprend pourquoi. Et moi, je l'avais prédit bien avant la sortie du rapport. J'avais anticipé, j'avais dit, ils auront du mal à prouver que la France a pris part dans le génocide. Alors il faudra trouver quelque chose pour faire plaisir au Rwanda. Parce que c'est un rapport qui a été commandé, mais je vais revenir sur tout ça. Donc on est dans le cas de l'Afrique des Grands Lacs et du Rwanda particulièrement, en tout cas du rôle de la France dans les Grands Lacs, on est dans une posture qui est très dogmatique et qui ne se justifie pas en réalité. Mais pour comprendre toute cette posture, il faut voir comment est-ce que des groupes d'intérêt ont opéré dès le début de la guerre au Rwanda en France pour structurer ce qui est devenu la version officielle du génocide, surtout ici en France. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de livres qui paraissent sur le Rwanda à travers le monde, mais la France est le seul pays où il est difficile de débattre sereinement sur le Rwanda. Dès que vous dites que ça ne s'est pas passé comme ça, que la France
ne porte pas la responsabilité qu'on lui impute dans ce dossier, bah, tout le monde commence à vous regarder avec des grands yeux, on vous attaque. Moi j'ai de la chance, je vis au Canada, donc quand on m'attaque, c'est un peu limité. Ce n'est pas le cas de mon ami et frère Charles Onana, qui a été censuré, et je crois que pour certains d'entre vous, vous l'avez vu, la patronne de France Média Monde, donc celle qui gère France 24, RFI et tout ça, a demandé aux journalistes de ne pas recevoir des gens qui partagent les thèses que nous partageons. Donc vous vous rendez compte, un média public, financé par des fonds publics, et vous avez la patronne de France Média Monde, Madame, comment elle s'appelle, Saragosse, qui envoie une note parce qu'on a la note, et Charles avait porté l'affaire devant le CSA, c'est comme ça que vous appelez ça ici, je crois, pour dire qu'il ne faut pas accueillir ou inviter des gens qui ont des positions qui tranchent avec la version officielle. On est dans des médias publics, c'est quand même étonnant. Alors pourquoi est-ce que les gens refusent le débat? Parce que quand on gratte dans le dossier du Rwanda, on essaie d'examiner le dossier des Grands Lacs, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes. Vous avez la guerre du FPR qui a été lancée en 1990 par les rebelles Tutsis, comme je vous ai dit. On déstabilise le Rwanda, la France intervient, tout le monde accuse la France, mais personne ne parle du rôle des autres grandes puissances dans ce dossier. Parce que pour comprendre les accusations contre la France, il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres acteurs. La France n'est pas seule en Afrique de Grand Lac. Vous avez les États-Unis, le Canada, Israël et la Grande-Bretagne qui ont opéré à bas bruit derrière les rebelles Tutsis. Et donc la guerre qui a été menée contre la France en Afrique des Grands Lacs, parce que cette guerre que vous voyez au Rwanda en 90, c'est une guerre africaine sur fond de rivalité occidentale. Donc nous sommes à la fin de la guerre froide. Les États-Unis ont décidé de mettre la main sur plusieurs régions stratégiques, y compris les anciens précarés français en Afrique. Et donc, pour atteindre un pays comme la RDC, donc le Congo, qui était à l'époque le Zaïre, il fallait passer par le Rwanda, déstabiliser le Rwanda qui était soutenu par la France, pour atteindre le Zaïre qui était aussi soutenu par la France. Donc, pour les États-Unis, il fallait utiliser des mercenaires, donc les rebelles Tutsis que vous avez vus, utiliser l'Ouganda pour déstabiliser tous ces pays et reconfigurer la carte géopolitique de tous ces pays. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'implication de la France dans l'Afrique des Grands Lacs, une France qui n'était pas seule et qui avait en face d'elle les États-Unis, Clinton particulièrement, il y avait Bush, mais surtout avec Clinton. Le Canada, on a été, bon je dis nous parce que je suis canadien, j'ai la nationalité canadienne, mais on a été beaucoup plus discret et très efficace parce que même la mission des Nations Unies qu'on envoie au Rwanda à l'époque était dirigée par un officier canadien qui est en contact avec le Pentagone. Donc vous êtes dans une configuration qui est très complexe où vous voyez des missions des Nations Unies qui sont certes c'est les Nations Unies, mais derrière vous avez les États-Unis qui poussent pour pousser la France en dehors de son précaré africain, en Afrique centrale. Et c'est comme ça c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, parce que je peux vous faire tout un cours d'histoire et c'est très long, mais il faut garder cela à l'esprit. Maintenant, quelle va être la position des différents dirigeants français? C'est ça qui est intéressant. Vous avez à l'époque Mitterrand qui comprend très bien ce qui se passe à ce moment-là dans la région des Grands Lacs et qui prend position. Mais contrairement à ce que l'on dit, Mitterrand n'intervient pas pour soutenir le Rwanda. C'est que Mitterrand intervient pour empêcher une déstabilisation totale de la région. Et cette nuance est importante. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre quand je vous parlais du rapport du Clerc dans lequel on accuse la France, sur la base de rien, aucun élément attesté ne vient corroborer la thèse d'une implication française auprès des génocidaires, ça n'existe nulle part. Mais Mitterrand, lui, avait à ce moment-là compris ce qui se passait. Et qu'est-ce que Mitterrand fait? C'est que Mitterrand pousse le gouvernement rwandais de l'époque, qui est Hutu, du président Habyarimana, à négocier avec les rebelles Tutsis pour essayer de trouver une solution à la crise. Et tout ça, on le passe sous silence. On va présenter la France comme un pays qui soutient les génocidaires, alors qu'en réalité, quand on examine bien les documents, parce qu'il y a beaucoup de documents qui ont été déclassifiés, et quand on parle aux acteurs qui étaient impliqués à l'époque, ils vous disent très clairement, en réalité, la France a rendu un très mauvais service au gouvernement du Rwanda de l'époque. Parce qu'en exerçant beaucoup plus de pression sur ce gouvernement, la France semblait ignorer à ce moment-là que les rebelles Tutsis, eux, étaient soutenus énergiquement par les États-Unis. Et les États-Unis ont tout fait pour affaiblir et le gouvernement du Rwanda et les Français qui essayaient de trouver du chasse à ce conflit. Et donc vous avez cette configuration-là et vous avez la date fatidique du 6 avril 1994, lorsque les rebelles Tutsis décident d'abattre l'avion dans lequel se trouvait à l'époque le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, le Hutu, le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, et leurs collaborateurs respectifs. Les deux dirigeants revenaient d'un sommet régional en Tanzanie
pour trouver une solution à la crise et au Rwanda et au Burundi. Parce qu'à ce moment-là, juste une parenthèse, au Burundi, il y a une guerre civile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu on a assassiné le président Hutu qui était en place par l'armée Tutsi. Parce que l'armée burundaise était... Le Burundi et le Rwanda, c'est la même chose. Hein, c'est la même configuration sur le plan démographique. Vous avez 85% des Hutus, 14% de Tutsis et puis une minorité, les Twa, qui sont les Pygmées en réalité. Donc le Burundi et le Rwandais, c'est un peu comme des frères siamois, si vous voulez. C'est la même réalité ethnique aussi. Alors socio-ethnique, si vous voulez. Et donc au Burundi, en 1993, il y a un président qui est élu démocratiquement, qui est un Hutu. Les Tutsis du Burundi ne sont pas contents. Et les rebelles Tutsis qui font la guerre pour prendre le pouvoir au Rwanda ne sont pas non plus contents parce que ce sont des frères, ce sont des Tutsis du Burundi et du Rwanda, ce sont des frères. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'aider l'armée Tutsi burundaise à déstabiliser les Burundais, le président burundais qui avait été élu démocratiquement. Il a été assassiné chez lui, avec sa famille et puis ses collaborateurs. Et donc, au Burundi, il y a une guerre civile et les réfugiés arrivent au Rwanda, dans un Rwanda qui connaît une guerre civile à cause de la déstabilisation du 1er octobre 1990 par les rebelles Tutsis. Donc vous avez au Rwanda des esprits qui sont surchauffés. Les Hutus du Rwanda se rendent compte que, à l'issue d'une élection démocratique, on a quand même assassiné le président par les Tutsis qui sont là. Et ces Tutsis ont bénéficié du soutien des Tutsis qui leur font la guerre chez eux. Et donc tout ça, Mitterrand le voit. Donc Mitterrand essaie de trouver une solution à la crise rwandaise. Et il y a la signature des accords d'Arusha, qui prévoit le partage de pouvoir au sein d'un gouvernement d'union nationale entre les belligérants rwandais. Le problème, c'est que les rebelles Tutsis du Rwanda sont conscients qu'en cas d'élection, ils ne vont pas gagner les élections puisque la mathématique ethnique ne plaide pas en leur faveur. Ils sont 14% au Rwanda contre 85% des Hutus qui vont sûrement voter pour le gouvernement Hutu qui est là. Et la preuve, c'est qu'il y a eu des élections municipales à l'époque et la région qui était contrôlée par les rebelles Tutsis, ils n'ont même pas gagné un siège. Les Hutus ont tout raflé. Alors pour les rebelles Tutsis, il n'était pas question de jouer le jeu de la démocratie parce que ça n'allait pas marcher. Mais la France, à ce moment-là, ne comprend pas ça. La France pousse Habyarimana à négocier pour trouver une solution, une crise que les rebelles Tutsis voulaient régler par la voie des armes. Et donc le 6 avril 1994, ils abattent l'avion dans lequel se trouvent le président du Rwanda et le président du Burundi. Et c'est le début du génocide rwandais dont on a tous entendu parler. Il y a des films qui ont été faits à ce sujet. Mais quand est le génocide? À ce moment-là, il y a une mission des Nations Unies sur place qui est dirigée par un officier canadien, le général Dallaire. Que de demander au casque bleu d'intervenir pour arrêter les massacres, en tout cas pour s'interposer entre les belligérants, les États-Unis vont exercer des fortes pressions sur le secrétaire général des Nations Unies, sur les Nations Unies, pour qu'on retire les casques bleus. Vous vous rendez compte? On massacre des gens, les gens se massacrent. Il y a une guerre entre deux groupes armés, donc l'armée rwandaise et puis les rebelles Tutsis. Les gens meurent tous les jours. À l'époque, on dit bon, il y avait entre 10 000 et 15 000 morts par jour. On se charcutait, c'était comme ça. Et vous avez les États-Unis qui disent à ce moment-là, il n'y aura pas d'intervention. Pourquoi? Mais la France, 2 mois après le début du massacre, en France, il y a des gens qui se disent c'est pas possible, on ne peut pas continuer à regarder ça comme ça. La France décide d'intervenir à travers l'opération Turquoise. Chose étonnante, on va accuser la France de vouloir soutenir le gouvernement Hutu qui est en place. Or, le président a été assassiné avec ses collaborateurs. Et ceux qui prennent le pouvoir au Rwanda à ce moment-là, c'est un gouvernement intérimaire qui prend le pouvoir 3 jours après le début du génocide. Et la France intervient 2 mois après le début du génocide, puisque la France avait quitté le Rwanda après la signature des accords d'Arusha en août 1993. Donc quelques mois plus tard, il y a le génocide. La France intervient 2 mois plus tard et c'est la France qu'on accuse à ce moment-là de soutenir un régime génocidaire. Alors pourquoi est-ce qu'on accuse la France à ce moment-là? Les États-Unis ont déployé leur PSYOPS dans la région, mais parallèlement à l'action des États-Unis, vous avez en France des militants acquis à la cause des rebelles Tutsis. Ils sont journalistes, ils sont militants de droits de l'homme, ils sont partout. L'un des militants le plus connus s'appelle Jean Carbonare, que certains ont sûrement vu à la télé en train de pleurer. Ceux que nous avons vus au Rwanda, c'est incroyable parce qu'ils étaient allés au Rwanda faire
il y avait une mission là-bas. C'est à ce moment-là même qu'on a utilisé le mot génocide pour décrire les événements en disant que la France portait une certaine responsabilité dans tout ça. Alors que la France ne porte aucune responsabilité, c'est le seul pays qui a essayé de faire quelque chose. Et juste une anecdote pour voir le côté cynique de tout ça. Quand le secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, à l'époque, demande aux Américains, à l'ambassadeur des États-Unis et puis à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité, leur demande, mais nous devons faire quelque chose. Les deux ambassadeurs sourient et disent, non, pas question, vous pouvez insister comme vous voulez, il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'intervention. Alors la question que les gens ne se sont jamais posée, c'est de savoir, mais pourquoi il n'y a pas eu d'intervention? Pourquoi demander à la mission des Nations Unies au casque bleu, censée maintenir la paix, pourquoi on leur demande de quitter le Rwanda au moment où les gens se font charcuter? Pourquoi est-ce qu'on accuse la France de porter une certaine responsabilité dans le génocide alors que c'est le seul pays qui essaie de faire quelque chose? Simplement parce que si les casques bleus étaient intervenus pendant le génocide, ils auraient mis fin aux objectifs des acteurs pléniers qui étaient cachés derrière les rebelles Tutsis, en l'occurrence les États-Unis et la Grande-Bretagne. Si les casques bleus étaient intervenus, qu'est-ce qui se serait passé? La guerre allait s'arrêter, ils se seraient interposés entre les belligérants, les rebelles Tutsis n'allaient pas remporter la guerre, on aurait eu le statu quo, et les États-Unis n'auraient pas réussi à atteindre leurs objectifs. La preuve, c'est que quand les Français ont décidé d'intervenir, les États-Unis sont rentrés en jeu aussi. Ils ont déployé leurs espions. Ils ont même commencé à espionner les militaires français qui étaient déployés au Rwanda pour voir ce qu'ils faisaient, pour essayer de mettre les bâtons dans les roues. Ils ont fait ça parce qu'eux, ils avaient des objectifs qui étaient de s'emparer de la région des Grands Lacs et plus particulièrement de le Zaïre, donc l'actuelle République démocratique du Congo, qui est un pays extrêmement riche en ressources naturelles. Et donc, en 1994, les États-Unis réussissent à travers les rebelles Tutsis à s'emparer du Rwanda, à chasser la France du Rwanda. Et 2 ans plus tard, les rebelles Tutsis vont attaquer le Zaïre, l'actuelle RDC, vont massacrer des gens. Et là encore, la France voudra intervenir. Les Canadiens, gentils que nous sommes, nous allons intervenir à bas bruit pour court-circuiter une force multinationale devant venir en aide aux réfugiés Hutus qui étaient là. Et c'est de cette façon que la France sera chassée et neutralisée. En tout cas, son influence va être neutralisée dans la région des Grands Lacs. J'essaie de résumer la situation qui est beaucoup plus complexe. Donc à partir de ce moment-là, la France sera dans une position défensive. Parce qu'elle va être attaquée en France d'abord par des universitaires, par des militants qui sont proches des rebelles Tutsis et qui vont former tout un réseau. Et l'influence de ce réseau est telle que les politiques français auront peur de toucher à ce dossier ou de se positionner courageusement dans le dossier du Rwanda. Comment comprendre que la France, le seul pays à avoir pris position dans le dossier des Grands Lacs, soit aussi ce pays qui se retrouve toujours à se justifier pour des actions, pour des bonnes actions qu'elle a commises, qu'elle a posées en Afrique des Grands Lacs. On en est là. Et à partir de ce moment-là, ces militants-là vont jouer un rôle très important dans la structuration de la pensée sur le génocide en France. Et donc, Mitterrand passe, Chirac arrive. Chirac arrive au moment où on déstabilise le Zaïre par les rebelles Tutsis et puis toute une constellation de pays. Chirac il s'avoue vaincu parce que Clinton insiste pour que la France n'intervienne pas. Chirac passe et c'est Sarko qui arrive. Sarko l'Américain. Et donc Sarko, lui, décide de se rapprocher des États-Unis et des rebelles Tutsis qui ont passé leur temps à cracher sur la France. Parce que les rebelles Tutsis ont pris le pouvoir au Rwanda en 1994 et ils vont toujours en vouloir à la France d'être intervenus auprès d'Abiyarimana. Et ils vont vouloir à la France d'être intervenus encore une fois dans la crise du Zaïre où il y a eu quand même plus de 400 000 morts. Massacrés systématiquement par les rebelles Tutsis. Moi, je me rappelle d'un officier qui me racontait comment ils ont charcuté les gens à l'est de mon pays. Je suis originaire du Congo. Il m'a expliqué ça froidement. On leur a demandé de tuer un grand nombre de gens, et s'ils se fatiguent, c'est eux qu'on va tuer. Et ça s'est passé comme ça. Et Kagame, le président du Rwanda, est arrivé au pouvoir en marchant, en enjambant des montagnes de corps. Et c'est cet homme qui est devenu l'ami de l'Occident. Les anglo-saxons vont construire une image de Kagame, grand leader africain. Vous voyez partout, même dans les médias français, quand on parle de Kagame, on n'utilise pas le terme dictature, on dit un régime autoritaire.
les dictatures, c'est les autres. Lui, c'est un régime autoritaire. Alors qu'en termes, en matière de massacre, cet homme, quand même, c'est un spécialiste des massacres, si on peut appeler ça comme ça. Ils ont quand même tué beaucoup de gens. Mais les Français, les dirigeants français se sont retrouvés dans une position où ils ont accepté soit de se taire, soit de baisser la tête. Et avec Sarkozy, ce ne sera pas de baisser la tête, ce sera de négocier avec Kagame, devenir l'ami de Kagame. Et alors, Sarkozy devient l'ami de Kagame. Et pendant ce temps, il y a un dossier en France. C'est le dossier de l'attentat. Parce que l'attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana et au président Taramira a aussi coûté la vie à 3 membres d'équipage, les pilotes français. Et donc, il y a une instruction qui est ouverte ici en France par le juge antiterroriste Jean-Luc Bruguière, qui va mener des enquêtes pendant 8 ans. Et Bruguière va établir que les responsables de l'attentat, ce sont les rebelles Tutsis. Et va lancer 9 mandats d'arrêt internationaux contre les proches de Kagame. Kagame étant un chef d'État, Bruguière va demander au tribunal pénal international pour le Rwanda de lancer des accusations contre lui. Et donc il y a une instruction en France même qui devient un grand problème pour les dirigeants rwandais. Pourquoi? Parce qu'il y a un mandat d'arrêt. Donc s'ils voyagent, ils vont arrêter. Parallèlement au mandat français, la justice espagnole a ouvert aussi une instruction judiciaire là-bas. Pourquoi? Parce que 9 témoins, 9 Espagnols ont été tués au Rwanda par les mêmes rebelles Tutsis. Parce qu'après leur prise de pouvoir, ils ont nettoyé le pays de tous les témoins gênants. Alors, si vous êtes un témoin gênant des événements, vous avez assisté à des massacres qu'ils ont commis, ils vous recherchent et vous tuent. Et je peux vous dire qu'ils ont poursuivi des gens jusqu'au Canada, des Canadiens, des Québécois. J'ai un cas en tête, un monsieur, comme dans un film, hein, le monsieur rentre chez lui à Noël, il y a une voiture derrière, on essaie de le percuter pour tomber dans un ravin. Et ça a été orchestré par l'ambassade du Rwanda au Canada, à Ottawa, ouais. Et vous avez ce genre d'activité. Donc il y a ces mandats d'arrêt. Kagame fait tout ce qu'il veut parce qu'il a les États-Unis derrière, il a la Grande-Bretagne, personne ne peut le toucher, c'est le nouveau maître de l'Afrique des Grands Lacs avec Museveni. Et d'ailleurs, Clinton le décrit comme la nouvelle génération des grands dirigeants africains. Bon, on comprend, version américaine bien entendu, mais il le fait. En France, il y a une instruction, Sarkozy arrive, et qu'est-ce que Sarkozy va faire pour se réconcilier avec le Rwanda? Il va chercher à court-circuiter le dossier de l'attentat. Et c'est là, nous, vous savez, quand vous êtes originaire de l'Afrique, vous entendez beaucoup de choses. Bon, vous savez, en termes de justice, on sait ce que vaut quand même le système de justice en Afrique. Mais je ne pensais pas qu'en France, c'était aussi dégueulasse. Je ne pouvais pas penser qu'en France, on pouvait corrompre des juges, ou en tout cas, on pouvait avoir des instructions politiquement motivées. Et on a assisté à ça. Sarkozy, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est de court-circuiter le dossier de l'attentat pour plaire à Kigali. Et qui va s'occuper du dossier? Qui va initier Sarkozy à tout ça? Un certain Bernard Kouchner. Et Bernard Kouchner, c'est un ami de Kagame depuis l'époque où le Kagame était encore un chef rebelle. Ils sont connus en 92. Et Bernard Kouchner met en place toute une structure au niveau du Quai d'Orsay qui va travailler à neutraliser le dossier de l'attentat. Et chose étonnante, les juges vont jouer leur partition. On va produire, parce que quand celui qui avait lancé le mandat d'arrêt, vous savez, je vous ai dit, c'est Bruguière. Mais Bruguière part, il est remplacé par Trévidic. Et Trévidic arrive dans le dossier grâce à qui? À un proche de Kouchner. Et donc on s'arrange pour neutraliser le dossier. Et à Kigali, on est content. Vous avez tous vu en 2010 ou 2011, comment il s'appelle lui, Sarkozy se rendre au Rwanda, et tout ça, faire des courbettes, raconter sa vie, et puis expliquer que bon, ben voilà, il y a eu des erreurs, alors qu'il n'y a pas d'erreur. Le même Sarkozy disait dans les années 90, pendant la guerre du Rwanda, puisqu'il était dans le gouvernement, je crois, de l'époque, il disait la France n'a rien à se reprocher. Alors, c'est lequel de Sarkozy on choisit? Celui qui dit dans les années 90 que la France n'a rien à se reprocher, ou le Sarkozy, l'ami de Kagame, qui dit que la France a commis des erreurs? Donc on neutralise le dossier de l'attentat, mais les partis civils et puis les familles continuent quand même à faire pression. Vous avez la période Hollande. Quand Hollande arrive au pouvoir, Hollande a une certaine distance par rapport au dossier du Rwanda et à Kagame.
Et puis vous avez celui que vous appelez chez vous Jupiter, c'est ça? Ouais, bon. Macron arrive. Le cas de Macron est quand même assez incroyable parce que Macron, lui, ne va pas prendre des gants. Le président Macron va s'inscrire dans la même dynamique que Nicolas Sarkozy. Donc les relations qui s'étaient refroidies sous Hollande, lui, il va essayer de le réchauffer, mais avec chauffage de réacteurs d'avion, quoi, si vous voulez. Donc il va vraiment pousser très loin. Et la première chose qu'il fait, Macron, c'est de demander à l'universitaire Vincent Duclercq de présenter un rapport sur le rôle de la France dans le génocide. Pendant 2 ans, Vincent Duclercq travaille avec un groupe de chercheurs sur l'implication de la France dans le génocide. Bon, c'est bien, ce sont des universitaires, mais le problème, c'est que Vincent Duclercq n'est pas un spécialiste du Rwanda ni de l'Afrique des Grands Lacs. Il ne sait même pas, je ne pense même pas qu'il savait où se trouvait le Rwanda avant d'avoir cette mission. C'est un spécialiste de l'affaire Dreyfus, il faut être sérieux. Vous vous rendez compte quand même? Ben, c'est sérieux ce que je vous dis. Et les spécialistes qui vont l'accompagner, ce sont des spécialistes de l'Arménie. Vous vous rendez compte, comme le disait mon ami Charles Nana, c'est comme si on demandait à un spécialiste du Cambodge d'enquêter sur la France, quoi. Ou un gars qui ne sait même pas où se trouve la France sur une carte, va travailler sur l'histoire de la France. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas sérieux. Mais pourquoi est-ce qu'on choisit Vincent Duclercq? Moi, j'ai voulu comprendre. Alors, en m'intéressant à cet homme, je me suis rendu compte qu'il avait déjà produit un rapport auparavant sur les génocides. En 2018, il était à la tête d'une mission d'information, qui est une mission de recherche sur les crimes de génocide et les crimes de guerre à travers le monde. Et il a produit un rapport de 350 pages environ. Et quand vous lisez ce rapport, aucune allusion aux crimes de Kagame et de ses hommes dans la région des Grands Lacs. Pour Vincent Duclercq, il n'y a eu dans la région des Grands Lacs qu'un seul génocide, celui qui a touché les Tutsis. Pardon, donc je me dis, c'est peut-être parce qu'il avait produit un rapport problématique qu'il a été choisi par Macron. Ou peut-être parce qu'il est ignorant des dossiers des Grands Lacs. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on choisisse quelqu'un qui avait déjà produit un rapport problématique. Et donc, Vincent Duclercq fait son travail. Et avant d'aller plus loin, il faut regarder dans le mandat que Macron lui a confié. Macron dit dans la lettre à Vincent Duclercq que j'ai rencontré le président Kagame, nous avons discuté, nous avons pensé qu'il fallait trouver des solutions à la crise entre nos deux pays et puis nous pensons qu'il faut que la vérité triomphe et je vous demande de faire un travail de recherche sur le génocide des Tutsis, pas sur l'implication de la France dans le drame rwandais, mais sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsis. Donc il y a une certaine orientation. Sur le plan méthodologique, il y a un problème. C'est un travail qui est orienté. Et Vincent Duclercq va faire son travail avec ces autres spécialistes de tout sauf de la région des Grands Lacs. Ils vont produire leur rapport que vous avez tous vu il y a quelques semaines, un rapport de plus de 1000 pages. Moi, je l'ai lu, ce rapport, comme la plupart des gens qui s'intéressent à ce dossier. Quand vous lisez le contenu du rapport qui est basé sur les archives françaises, parce qu'on a ouvert les archives françaises sur le rôle de la France, pour voir ce qu'il a été ce rôle-là. Mais on ne trouve rien. Mais quand vous lisez le rapport, le contenu du rapport et les conclusions qui ont été rédigées seulement par M. Duclercq, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Ça ne colle pas. Et on le voit d'ailleurs quand il dit dans sa conclusion que la France n'a aucune responsabilité dans le génocide, n'a pas été complice dans le génocide, mais porte une certaine responsabilité parce qu'elle a laissé faire, parce qu'elle a laissé faire ceci, mais elle a laissé faire quoi? Quel est l'élément matériel qui permet de conclure que la France a été impliquée dans le génocide? Ça n'existe pas. Et je tiens à rappeler, devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, il y a des gens qui sont allés témoigner et qui ont dit qu'ils avaient été payés pour charger la France. Et quand ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué, ils ont fui. Ils ont dit que c'était compliqué, on ne pouvait pas mentir. Si le Rwanda n'a pas été capable d'établir hors de tout doute l'implication de la France, ce n'est pas un universitaire qui ne connaît rien du Rwanda qui peut le faire, entre nous. Or, c'est ce qui s'est passé. Et comme les médias sont parfois très paresseux, on fait dire un rapport ce qu'il ne dit pas. La France porte une responsabilité dans le génocide, mais c'est quelle responsabilité? Personne ne peut vous le dire. Et depuis que ce rapport est sorti, tout le monde le critique. Mais revenons à Macron, puisque quand le rapport sort,
Vincent Duclercq va présenter le rapport à Macron. Mais pas seulement. Il se rend à Kigali, présenter le rapport à Kagame. Le rapport a été commandé par la France et on va rendre compte à Kagame. Et quand vous écoutez M. Duclercq parler, intervenir sur ce rapport, vous comprenez en fait que ce rapport avait été commandé pour réconcilier officiellement le Rwanda et la France. Et ça, c'est une gracieuseté d'Emmanuel Macron, conseillé, après ce que j'ai entendu, par un certain Nicolas Sarkozy dans ce dossier. Et donc, vous vous retrouvez dans le dossier des Grands Lacs, autour de Macron, des gens qui ne comprennent pas grand-chose à la région aux enjeux dans cette région, mais qui conseillent. Et Macron, bon, je ne pense pas que M. Macron ait une connaissance même minime des enjeux dans cette région. Ils sont conseillés comme tous les responsables politiques. Mais le problème, c'est qu'en se positionnant comme il l'a fait, ils n'auront pas service à la France. Parce que demain, on va lui poser la même question. Si Kagame tombe demain, on va lui poser la même question. Vous avez pris position. On a accusé Mitterrand d'avoir soutenu Habyarimana. Demain, on accusera Macron d'avoir soutenu Kagame. Il suffit que le pouvoir en place tombe et on va revenir. Et la France va encore avoir à se justifier. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on se pose la question de savoir pourquoi Macron l'a fait. Quel est l'intérêt de la France à se rapprocher d'un pays qui est lâché par ses parents? Parce qu'aujourd'hui, et c'est là où vous allez comprendre que le Rwandais a beaucoup plus de stratèges qu'en France, dans la diplomatie française, c'est que le Rwanda, pendant longtemps, pouvait cracher sur la France. Parce que le Rwanda était soutenu par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais depuis un moment, les Américains ont commencé à prendre leur distance. Kagame a fait son temps. Bon, en matière de crime, il y a tellement de rapports sur l'implication de l'armée rwandaise dans la déstabilisation des pays de la région, dans des massacres au Congo, dans des massacres au Rwanda, dans le pillage de ressources naturelles du Congo, que bon, les parents ont dit c'est quand même trop. Et c'est au moment où les États-Unis et la Grande-Bretagne prennent leur distance du Rwanda que Macron, que la France qui a été insultée par ce même Rwanda, se rapproche du pays. Ça pose problème. Alors pourquoi Macron le fait? Pour certains, vu que la région des Grands Lacs est très stratégique, étant donné que la France a été chassée de cette région, comme je vous l'ai expliqué, après les 2 guerres successives au Rwanda et au Congo dans les années 90, il faut que la France revienne aussi prendre sa part du gâteau dans une région qui aiguise les appétits et qui est au cœur des grands enjeux mondiaux. Les Américains et les Chinois se font la guerre actuellement au Congo, se regardent au Congo. Les Russes se sont positionnés en Centrafrique, qui était pendant longtemps la chasse gardée de la France et qui n'est plus aujourd'hui. Congo-Brazza, vous avez les Russes et les Chinois qui tournent par là. La RDC, vous avez toutes les grandes puissances qui regardent tout ce qui se passe là-bas. Les Chinois sont là, les Américains sont là aujourd'hui. Et la France veut avoir sa part du gâteau dans le jeu. Le problème, c'est que l'absence de vision du côté français fait que la France ne gagnera rien au final. Et ça, il faut que les Français le comprennent. Il y a une absence de vision qui est quand même assez éloquente. Quand on analyse comment la France se positionne aujourd'hui à travers le continent, on est surpris. Bon, je ne suis pas le porte-parole de la France, en passant, mais j'observe en tant qu'observateur, j'analyse et je me dis, il y a un problème. Et dans le cas de la région des Grands Lacs, c'est encore plus grave. Mais mettons Macron de côté. Je vous ai parlé des groupes d'intérêt ici en France. Parce que quand vous parlez de la région des Grands Lacs, quand vous voyez sur vos chaînes de télé, là, vous voyez des gens qui passent, vous devez savoir qui sont ces gens-là. Pourquoi le discours sur le Rwanda ici en France est uniforme? Pourquoi on ne peut pas questionner la version officielle? Vous avez Kouchner sur le plan politique, mais vous avez sur le plan médiatique beaucoup de gens, y compris nos amis de Mediapart, qui sont... parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais Mediapart, c'est quand même une bonne courroie de communication du pouvoir rwandais. Vous avez Jeune Afrique, bon, eux, c'est public, c'est connu, mais tous ces gens carburent pour la France. Et vous avez Saragosse, la présidente de France Média Monde, qui est une bonne amie à Louise Mushikiwabo, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc à l'époque où elle était ministre des Affaires étrangères, les ambassades du Rwanda étaient réputées fomenter des coups d'État, des assassinats à travers le monde. Cette femme se retrouvait à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Grâce à qui? À Macron. Et on parle d'un pays qui a décidé de non seulement cracher sur la France, mais de quitter le français pour embrasser l'anglais.
Et c'est Louise Mushikiwabo, donc une responsable de ce pays-là, qui se retrouve à la tête de l'OIF grâce à Macron. Et donc, vous avez ce genre d'individus. Bon, je ne vous parle pas d'un certain Glucksmann. C'est qui? C'est Glucksmann, c'est ça? Glucksmann, c'est ça? Glucksmann. Tous ces gens sont très proches des milieux associatifs rwandais qui travaillent avec le régime de Kigali. Et c'est la raison pour laquelle vous avez en France un discours unilatéral sur le Rwanda. Et je crois aussi que ça permet de comprendre aussi la position des hommes politiques français dans ce dossier. Parce que s'ils prennent position contre Kagame, ils risquent d'avoir derrière eux tous ces groupes de pression. Sans compter le fait que, bon, vous savez, quand je parle de ça, en France, on me dit, il ne faut pas beaucoup parler de ça, mais le régime de Kigali, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il s'est beaucoup rapproché des milieux associatifs juifs de France et des États-Unis. Bon, il paraît qu'ici, quand je vous dis ça, les gens vous regardent avec des grands yeux, mais ça permet de comprendre. Ce sont des groupes d'intérêt très puissants qui sont aujourd'hui derrière le Rwanda. Et il faut que les gens le comprennent. Quand Charles Onana a publié son livre sur l'opération turquoise, il y a eu, c'est quoi cette organisation qui s'appelle la LICRA, je crois, qui a écrit à TF1 qu'il avait reçu. On en est là. On exerce des pressions sur les universités, sur les médias, pour qu'une seule version de l'histoire puisse triompher. Et dans cette configuration-là, surchargée, des gens comme nous, quand on vient parler, bon, moi on me qualifie de négationniste, de révisionniste, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai découvert ça ici, à chaque fois que je parle, je vois des gens, on m'écrit sur Twitter, on m'attaque un peu partout, je n'ai pas de problème avec ça. En tout cas, le négationnisme, je ne sais pas, il y a une charge émotive qui est très importante ici, mais en tout cas sur le révisionnisme, j'ai toujours dit, lorsque l'histoire est falsifiée, il faut avoir le courage de la réviser. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et nous, on essaie de le faire humblement, et nous voyons ce qui se passe en France, et nous, ça nous étonne. Parce que je ne vois pas comment la France va s'en sortir en raison de sa position aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Et la position du président Macron, c'est du court-termisme pur. C'est-à-dire aller se prosterner au Rwanda, et pas seulement, tenir des propos extrêmement graves sur l'histoire du génocide, qui est questionnée par les chercheurs à travers le monde, c'est grave. Quand on parle de double génocide, bien entendu, en faisant allusion au fait que le FPR aussi, donc Kagame, a massacré des Hutus, Macron dit non, il n'y a qu'un seul génocide. Macron qui ne sait rien du dossier du génocide et qui tient de tels propos, mais qu'est-ce qui va se passer quand les Hutus vont revenir au pouvoir demain? Qu'est-ce que la France va faire demain? Personne au niveau du Quai d'Orsay ne semble comprendre cela. Personne au niveau de l'Élysée ne semble comprendre cela. Alors, les gens de position qui sont très dogmatiques, et on ne comprend pas pourquoi. Et depuis que Macron est arrivé au pouvoir, moi je pense que la France peut quand même examiner, analyser ce qu'a été sa politique étrangère depuis. Les résultats sont quand même très négatifs. On le voit au Mali, on le voit un peu partout. Et les Africains qui comprennent, qui connaissent, qui savent ce que Kagame a fait dans la région, massacré, vous savez au Congo, 5,4 millions de morts, selon les Nations Unies. Ça, c'est au Congo. Au Rwanda, il y a des centaines de milliers de morts. Et quand on vous parle du génocide, on vous dit, ben, oui, ce sont les Hutus qui ont massacré les Tutsis, je vous informe, et on le sait, il y a des documents qui sont sortis. Kagame a massacré aussi des Tutsis. Il a massacré des Tutsis. Et c'est le côté le plus cynique. Parce qu'on pense que les Tutsis forment un groupe homogène. Non. Les Tutsis sont divisés avec les Tutsis de l'intérieur et les Tutsis de l'extérieur. Kagame, ce sont les Tutsis de la diaspora qui sont venus et qui affichaient un certain mépris contre les Hutus, les Tutsis de l'intérieur. Et donc pendant la guerre, il a sacrifié tous ces gens. Alors quand M. Macron prend position dans ce dossier, en ne comprenant pas les subtilités de l'histoire rwandaise, surtout l'histoire du génocide, ben, il expose d'une très mauvaise manière la France. Quand il prend position en faveur de Kagame, parce que je ne pense pas que M. Macron a pris position en faveur du Rwanda, il a pris position en faveur de Kagame, d'un Kagame qui est lâché et qui a peur. Parce que la France est le seul pays aujourd'hui qui constitue un réel problème pour le régime de Kigali à cause du dossier de l'attentat. Parce que le dossier a été certes court-circuité, il y a eu un non-lieu, on attend la décision de la Cour de cassation, nous savons déjà ce que c'est. Ben, je peux vous dire que le dossier, même si la Cour de cassation se prononce, l'enjeu n'est pas encore fini. Mais si vous avez en France des gens qui se positionnent en fonction des intérêts d'une dictature africaine et non des intérêts de la France, on peut se poser des questions.
Et moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la France essaye toujours de pousser le bouchon un peu loin. Sarkozy voulait se réconcilier avec Kagame, mais il savait quand même prendre. Il avançait à reculons, mais Macron est allé beaucoup plus loin. Ses positions sur le dossier du génocide, le rapport du clerc, la portée de ce rapport, et au moment où je vous parle, du clerc est au Rwanda. Il est allé voir ses amis rwandais parce qu'il veut mettre en place un centre sur les génocides qui va parler du génocide des Tutsis selon la version de Kigali. Et on va enseigner ça à des enfants français. On va enseigner aux Français comment leur pays a pris part dans le génocide des Tutsis au Rwanda. On ne va pas leur expliquer que leur pays ne porte pas de responsabilité. On ne peut pas m'accuser d'être un pro-français. J'ai écrit sur Kadhafi et je parle du rôle de la France. Sauf que quand on est observateur, quand on est universitaire, ou quand on est en tout cas n'importe quel individu qui veut faire un travail de recherche sérieux doit être impartial et être objectif, essayer d'être objectif. Et dans ce dossier du Grand Lac, la France n'a pas de responsabilité et je ne comprends toujours pas la position des autorités françaises depuis l'époque Sarkozy, bien entendu, avec l'époque Hollande, il y avait une certaine froideur, mais je ne comprends pas la position de la France aujourd'hui. Nicolas Sarkozy passe ses vacances au Rwanda aujourd'hui. Bah oui. Et on m'a dit qu'il a été très impliqué dans le dossier en conseillant, en demandant à Macron de toujours aller plus loin pour faire plaisir à Kagame. Mais le retour, c'est quoi? Je disais à des amis français, vous savez ce que le Rwanda attend de la France? Ce ne sont pas des excuses, puisque Kagame, bon, il a dit c'est pas grave les excuses. C'est que Kagame attend des autorités françaises de la France, c'est qu'il baisse la tête devant lui. Le jour où les Français vont essayer encore une fois de questionner l'histoire du génocide, ils vont ressortir le même truc, ils vont vous dire ah ben d'ailleurs on ne s'est pas réconcilié, ils vont faire du beau tour de vous. Parce que dans la tête de l'élite dirigeante au Rwanda, il faut que la France se taise, point barre, et s'exécute comme les autres. Et comme ils sont lâchés par les Américains, ils essaient de se montrer un peu coulants à l'égard de la France, mais en réalité ces gens ont un mépris pour tout le monde. Pour les Rwandais, pour les Congolais et pour les autorités françaises. Et donc, moi je crois que le chemin emprunté par M. Macron est dangereux et surtout quand on implique la justice là-dedans. La justice est censée, dans un pays de droit, être impartiale. Lorsque la justice se met à la remorque de la politique, ça devient très dangereux. On n'a pas seulement court-circuité le dossier de l'attentat, mais vous savez qu'en France, vous avez le pôle génocide. Vous connaissez le pôle génocide qui s'occupe de traquer les crimes de génocide, les criminels de guerre à travers le monde. Mais vous savez que le pôle génocide en France a été mis sur pied pour faire plaisir à Kigali. On dépense des millions d'euros pour enquêter sur le génocide. On poursuit des gens ici en France soupçonnés d'avoir pris part au génocide au Rwanda. On est incapable de rendre justice à des familles françaises qui ont perdu les leurs dans un attentat aérien. On trouve des preuves bidons qui sont basés sur des témoignages pour condamner des gens ici, des Rwandais, pour génocide, mais les mêmes juges nous disent qu'on n'a rien trouvé pour inculper les gens qui ont pris part à l'attentat du 6 avril, les gens qui sont au pouvoir à Kigali. Il y a eu ce non-lieu. Pourquoi? Parce que les juges ont simplement choisi de ne pas regarder les preuves qu'on leur a présentées. Tous les témoins gênants, les juges ne les ont pas écoutés. Moi, j'avais une discussion, je me rappelle des discussions que j'ai eues avec l'ancien patron des services secrets rwandais, qui était proche de Kagame, et qui me disait les Français font de la politique, ils n'ont pas besoin de faire triompher la vérité, parce que le dossier de l'attentat est devenu le secret de Polichinelle le mieux gardé. Et je suis sûr qu'à l'Élysée, on le sait, au Quai d'Orsay, on le sait, Macron le sait, m'ont choisi de se taire pour faire plaisir à une belle dictature africaine pour des raisons qui défient la raison. Et au final, c'est la France qui va perdre. Et avec elle, le peuple français. Voilà. Donc je me rappelle. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.